La séance est ouverte et j'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancienne collègue Marie-Madeleine Dieu-Langard, qui fut sénatrice de la Loire-Atlantique de 1992 à 2001. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État. La parole est à Monsieur Claude Nougin, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire, avec 5 minutes d'intervention, chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, enfin, la foncière de l'État sera demain une réalité. La proposition de loi que nous allons adopter aujourd'hui permet en effet de mettre en œuvre une avancée attendue. Vous vous souvenez en effet que nous avions déjà adopté ce dispositif durant l'examen du PLF 2025, mais il avait été censuré pour un motif de procédure. Je tiens à saluer Thomas Cazenave pour avoir remis cet ouvrage sur le métier et le groupe Les Indépendants au Sénat pour avoir permis à ce texte de prospérer à travers leur niche parlementaire. Le Sénat a, comme à son habitude, abordé ce texte de manière constructive et favorable à la réforme proposée. Il y a toutefois apporté quelques modifications. Nous avons ainsi permis des transferts volontaires de biens des établissements publics de l'État vers la foncière, assoupli les conditions dans lesquelles les transferts de biens peuvent intervenir et autorisé la nomination d'un préfigurateur pour accélérer la transformation de l'agile en foncière. Poursuivant la démarche de l'Assemblée nationale, qui avait prévu que les parlementaires siègent au conseil d'administration de la foncière, j'ai souhaité préciser que les parlementaires membres du conseil d'administration seront 2 députés et 2 sénateurs, comme c'est actuellement le cas au conseil de l'immobilier de l'État. En séance publique, le Sénat a tiré les conséquences de cette nouvelle gouvernance en supprimant le CIE. Enfin, le Sénat a adopté, dans un esprit d'ouverture, plusieurs dispositions visant à renforcer le dialogue avec les collectivités ou encore à préciser les conditions de mise en œuvre de la réforme, par exemple en prévoyant un régime ad hoc de mise à disposition des agents publics à la foncière et en clarifiant la répartition des charges entre l'État propriétaire et l'État occupant. L'examen au Sénat a donc permis d'arriver à un texte équilibré qui n'a que peu évolué en commission mixte paritaire. D'abord, le rapporteur de l'Assemblée nationale, Pierre Cazeneuve, et moi-même avons regroupé la documentation à destination du public et du Parlement autour, d'une part, d'une stratégie déclinée tous les 5 ans dans un contrat d'objectifs et de performance et, d'autre part, d'un rapport annuel d'activité enrichi de perspectives pluriannuelles. Cela permet de renforcer la cohérence de la documentation tout en conservant les propositions des divers groupes politiques à l'Assemblée et au Sénat. Nous avons également limité la taille du conseil d'administration afin d'assurer qu'il conserve ses capacités d'action. Nous avons enfin apporté diverses précisions techniques concernant la reprise par la foncière des filiales de l'Agile ou encore le régime fiscal des transferts de biens entre la foncière et les filiales. Les modifications apportées en CMP au texte du Sénat seront donc modestes. Je n'ai, au moment d'adopter définitivement ce texte, qu'un regret, que ni le Sénat ni l'Assemblée nationale n'aient pu introduire dans la loi une date butoir pour certains transferts, afin d'assurer que la réforme que nous voulons aujourd'hui ne soit pas remisée aussitôt votée. En conclusion, mes chers collègues, je vous invite à adopter cette réforme dans les termes résultant des travaux des 2 chambres de notre Parlement. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur David Amiel, ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Ceci est une réforme structurelle qui n'avait que trop tardé, une réforme structurelle qui est d'autant plus urgente que l'on constate chaque jour en ce moment la nécessité impérieuse d'accélérer l'adaptation face au dérèglement climatique. Et cette réforme structurelle permettra de faire de nos bâtiments publics une politique publique à part entière. Et c'est indispensable à bien des égards, y compris pour faire face au dérèglement du climat.
Nous examinons aujourd'hui les conclusions de la commission mixte paritaire qui est parvenue le 1er juillet dernier à un accord sur cette proposition de loi déposée par Thomas Cazenave, à l'époque député à l'Assemblée nationale, nourrie également des travaux qui avaient été menés ici au Sénat. Et je voudrais saluer le travail de Claude Nougin, le rapporteur pour le Sénat, celui d'Emmanuel Capus également, qui s'est beaucoup mobilisé personnellement pour que ce texte soit inscrit à l'ordre du jour de votre haute assemblée. C'est grâce à cette mobilisation que nous aboutissons aujourd'hui à un texte commun, mobilisation du Sénat, mobilisation de l'Assemblée nationale, mobilisation du gouvernement, un texte qui était attendu depuis plus de 20 ans par tous ceux qui, sur le terrain, connaissent l'état de notre patrimoine immobilier public. Voir en cette fin de mandature, avec une Assemblée nationale aussi morcelée, une capacité collective à pouvoir faire aboutir des chantiers aussi structurels, et je dois le dire, un bon présage pour les travaux que nous aurons encore à conduire dans les prochains mois et dans les prochaines années. J'avais eu l'occasion de le dire, cette proposition de loi est en effet tout sauf technique ou accessoire, puisqu'elle constitue le coup d'envoi d'une profonde réforme structurelle de l'État, celle de la manière dont l'État gère, entretient et transforme son patrimoine immobilier. Les bâtiments ne peuvent plus être le parent pauvre de nos politiques publiques. Ils méritent une politique publique dédiée à la hauteur des enjeux de rénovation, de transition écologique et énergétique et des conditions de travail des agents. Je veux maintenant, mesdames et messieurs les sénateurs, me tourner vers l'avenir, puisque dès la promulgation de la loi, si le texte de la commission mixte paritaire est adopté par les deux chambres, un préfigurateur sera nommé pour engager la transformation de l'Agence de gestion de l'immobilier de l'État en établissement public au plus tard au 1er janvier 2027. Nous commencerons ensuite la mise en œuvre de manière pragmatique en ciblant prioritairement le bâtiment tertiaire de l'État sur certains territoires, là où les besoins sont les plus urgents et les gains les plus rapides. Un contrat pluriannuel d'objectifs et de performance sera conclu avec l'État pour décliner cette stratégie et l'établissement rendra compte chaque année de son activité devant le Parlement avec plusieurs scénarios de programmation des investissements immobiliers assortis de différentes hypothèses budgétaires. Et je me permets à ce titre de saluer un apport du Sénat retenu par la commission mixte paritaire, puisque le conseil d'administration, vous y avez fait référence, monsieur le rapporteur, du nouvel établissement associera 2 députés et 2 sénateurs issus des commissions permanentes compétentes, aux côtés des représentants de l'État. Et je crois que c'est une garantie de contrôle parlementaire dans la durée, à laquelle le gouvernement est évidemment pleinement favorable et qui permettra à votre haute assemblée de suivre année après année la mise en œuvre de cette réforme et sa montée en charge progressive. Évidemment, cette proposition de loi ne prétend pas tout régler d'un coup. Ce n'est pas un aboutissement, je le disais, mais un coup d'envoi. Elle ouvre dès aujourd'hui la voie à un État propriétaire responsable, professionnel, durable, qui inscrit enfin sa politique patrimoniale dans le temps long, au bénéfice des agents publics comme des usagers. C'est le sens en tout cas de l'engagement du gouvernement et je redis ma gratitude aux sénateurs et aux députés de la commission mixte paritaire puisque leur travail va sans doute nous permettre aujourd'hui et dans les jours qui viennent d'adopter définitivement ce texte indispensable. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le ministre. Je rappelle qu'en l'application de l'article 42, alinéa 12 du règlement, le Sénat statue par un seul vote sur l'ensemble du texte. Nous passons aux explications de vote des groupes à raison d'un orateur par groupe. La parole est à madame la présidente Maryse Carrère pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen avec 5 minutes d'intervention, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, lorsque nous avons examiné ce texte en première lecture, nous avons rappelé une évidence trop longtemps oubliée. Le patrimoine immobilier de l'État n'est pas un stock de bâtiments, c'est l'épine dorsale de notre République. Ce sont des tribunaux où la justice doit être rendue dignement. Ce sont des casernes, des commissariats, des gendarmeries, des préfectures, des bureaux, parfois des logements où travaillent les agents publics et où nos concitoyens rencontrent l'État. Or, depuis trop longtemps, cet État propriétaire n'a pas toujours été un bon propriétaire. Il a beaucoup administré, il a trop peu entretenu. Il a souvent vendu pour réparer au lieu de réparer pour préserver. Ce modèle arrive aujourd'hui au bout de sa logique. Quand l'entretien devient une variable d'ajustement, la dégradation devient une dette. Et cette dette, tôt ou tard, se paie.
Elle se paie dans la vétusté des bâtiments, elle se paie dans les conditions de travail des agents, elle se paie dans l'accueil du public, elle se paie aussi dans l'incapacité à répondre pleinement aux exigences d'accessibilité, de sécurité et de transition écologique et énergétique. Face à cette situation, le texte qui nous revient de commission mixte paritaire apporte une réponse structurelle. Il ne prétend pas tout résoudre, mais il engage enfin une rupture utile, passer d'une logique de dispersion à une logique patrimoniale. La création d'une foncière de l'État, sous la forme d'un établissement public industriel et commercial, doit permettre de mieux connaître, mieux gérer, mieux entretenir et mieux valoriser les biens publics. Elle introduit une idée simple, l'immobilier de l'État doit être piloté dans la durée, avec des moyens adéquats, des responsabilités claires et une stratégie lisible. Le texte issu de nos travaux a été utilement consolidé. Nous saluons notamment la possibilité donnée aux établissements publics de l'État de transférer leurs biens à la foncière, car il aurait été paradoxal de laisser de côté une partie significative du patrimoine public. Nous saluons également le renforcement du contrôle parlementaire avec la présence de députés et de sénateurs au conseil d'administration, la transmission des documents stratégiques et la remise d'un rapport annuel présentant plusieurs scénarios d'investissement. Car il faut le dire sans détour, créer une foncière ne doit pas signifier soustraire l'immobilier de l'État au regard du Parlement. Bien au contraire, plus la gestion devient autonome, plus le contrôle doit être exigeant. Nous approuvons enfin les garanties apportées quant à la continuité du service public, aux conditions de travail des agents et aux conditions d'accueil du public. Pour le groupe RDSE, ce point est essentiel. Moderniser ne doit jamais vouloir dire éloigner, rationaliser ne doit jamais vouloir dire abandonner. Bien sûr, nous resterons vigilants. La réussite de cette réforme dépendra de son périmètre réel, de la sincérité des transferts, de la soutenabilité du modèle économique et de la capacité du gouvernement à résister aux inerties administratives. Nous considérons que le texte issu de la CMP constitue une étape nécessaire, une étape pour que l'État cesse de subir son patrimoine et commence enfin à le gouverner. Pour toutes ces raisons, comme en première lecture, le groupe RDSE votera en faveur de cette proposition de loi. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Vincent Delahaye pour le groupe Union centriste avec 5 minutes d'intervention, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui les conclusions de la commission mixte paritaire sur cette proposition de loi largement consensuelle qui matérialise une réforme attendue, l'amélioration de la gestion du patrimoine immobilier de l'État. Nous remercions d'ailleurs nos collègues du groupe Les Indépendants, République et Territoires d'avoir inscrit dans leur niche le texte similaire au leur, déposé par Thomas Cazenave, afin d'éviter d'allonger inutilement nos travaux. Il était en effet temps d'aboutir. La création d'une foncière de l'État figurait déjà, cela a été rappelé, dans le projet de loi de finances pour 2025, avant que le Conseil constitutionnel ne censure le dispositif comme un cavalier budgétaire. Les échanges riches et constructifs au sein de chaque assemblée, puis en CMP, ont permis d'aboutir rapidement à un texte de compromis équilibré et opérationnel, même si nous pouvons regretter, avec le rapporteur, l'absence de délai butoir concernant certains transferts. Le texte crée une foncière de l'État sous forme d'établissement public industriel et commercial. Cette réforme constitue une avancée bienvenue, indispensable à la rationalisation de la politique immobilière de l'État qui en avait grand besoin. Elle devrait permettre d'optimiser la gestion d'un patrimoine colossal, souvent sous-exploité. La facturation de loyers aux occupants, y compris aux administrations, rendra visible le coût réel de l'occupation et incitera à une gestion, un entretien et une valorisation des surfaces plus efficaces. Des transferts volontaires depuis les établissements publics seront facilités et un préfigurateur, ça a été dit par Monsieur le ministre, permettra d'accélérer la transformation de l'Agence en gestion de l'immobilier de l'État, l'AGIL, en foncière, assurant une mise en œuvre rapide. Les travaux du Sénat ont apporté des améliorations concrètes, notamment l'assouplissement des conditions de transfert, la garantie d'une neutralité fiscale des transferts de biens, d'utiles précisions quant à la présence de parlementaires au conseil d'administration
avec 2 députés et 2 sénateurs dans un souci de parité. La suppression du Conseil de l'immobilier de l'État une fois la foncière créée pour éviter les doublons. Ça, c'est une très bonne chose. C'est une règle qu'on devrait se fixer régulièrement en disant qu'à chaque fois qu'on supprime ou qu'on crée quelque chose, il faut supprimer au moins quelque chose en face, au moins un. Moi, j'aurais tendance à dire 2, mais en l'occurrence, c'est 1. C'est déjà bien. Et les travaux du Sénat ont encore permis le renforcement du dialogue avec les collectivités territoriales au moyen d'une information préalable sur les cessions envisagées. Un contrat d'objectifs et de performance, un COP, viendra formaliser les missions de la foncière, tandis qu'un document de stratégie immobilière sur 5 ans et un rapport annuel d'activité enrichi de perspectives pluriannuelles permettront de rationaliser la documentation transmise au Parlement et au public. La répartition des charges locatives a également été clarifiée sur le modèle du secteur privé et un régime ad hoc permet d'encadrer la mise à disposition des agents publics. Enfin, la préservation de la continuité du service public en cas de cession est explicitement réintégrée. Cette réforme répond à un double impératif : rationaliser la gestion pour réaliser des économies et faire face aux défis de la rénovation du patrimoine et de l'adaptation au changement climatique. Elle devrait contribuer à responsabiliser l'ensemble des acteurs publics au bénéfice d'une meilleure gestion des deniers publics. Le texte issu de la CMP est équilibré et consensuel. Il est le fruit d'un travail en bonne intelligence entre les 2 rapporteurs que je tiens à saluer. En adoptant ces conclusions, nous affirmons notre volonté de rendre l'État plus efficace et responsable dans la gestion de son patrimoine immobilier. C'est une réforme de réorganisation bienvenue que le groupe Union centriste soutient unanimement. Nous adopterons donc les conclusions de la commission mixte paritaire. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Corinne Bourcier pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires, avec 5 minutes d'intervention, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous examinons ce jour les conclusions de la commission mixte paritaire portant sur la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État. Je me réjouis que l'adoption de ce texte aboutisse. Il est le fruit pour moi, pour mon groupe et pour les services de l'État d'un travail de longue haleine. En décembre 2023, la Cour des comptes remettait un rapport sur la gestion immobilière de l'État, c'est-à-dire des 193 000 bâtiments de son parc immobilier qui représentent 94 millions de mètres carrés. Ce parc immobilier de l'État est une chance, puisque la puissance publique n'a généralement pas besoin de recourir au marché privé pour loger et faire travailler ses fonctionnaires, ni pour ses écoles, ses hôpitaux ou encore ses casernes. Mais il faut prendre la mesure de l'étendue de ce parc immobilier. 94 millions de mètres carrés, c'est davantage que ce dont disposent pour leurs besoins l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas et la Finlande réunis. Entretenir, rénover, utiliser à bon escient ces bâtiments représente donc une charge budgétaire immense pour l'État, même en admettant que sa gestion soit optimale, ce qui n'est pas le cas. Dans son rapport accablant, la Cour des comptes constatait 3 problématiques majeures. La première, c'est le retard pris dans la rationalisation des surfaces de bureaux, qui représente tout de même un quart des surfaces totales. La deuxième, c'est l'organisation institutionnelle et budgétaire de la fonction immobilière. La troisième problématique, relevée par la Cour des comptes, concerne la mise aux normes des bâtiments, notamment au regard des enjeux climatiques. J'insiste sur ce point puisqu'il est évident d'actualité après la canicule que nous venons de connaître. Pour la seule planification écologique, l'État devra investir d'ici 2050 entre 140 et 150 milliards d'euros de travaux. Dans les 25 prochaines années, nous devrons donc débourser l'équivalent d'un demi-milliard d'euros par mois de rénovation écologique. À ces rénovations déjà coûteuses s'ajouteront des travaux de désamiantage et d'accessibilité des bâtiments aux personnes en situation de handicap, qui sont eux aussi indispensables. Le chantier budgétaire est donc immense et il impose de réformer l'organisation institutionnelle de la fonction immobilière et de rationaliser enfin l'usage des surfaces de bureaux. Avec mon collègue Michel Canevet, j'ai l'honneur de vous représenter au Conseil de l'immobilier de l'État. Dans cette instance, nous avons pu constater à quel point l'État fait un mauvais usage de ces surfaces de bureaux. En effet, les ministères sont en même temps occupants et quasi-propriétaires des emprises immobilières qui appartiennent à l'État. La conséquence,
c'est que chaque ministère utilise ces surfaces pour son propre intérêt, sans suivre les recommandations de réduction des surfaces de bureaux que nous essayons de leur imposer depuis 2009. Au titre des réformes de 2009, 2016 et 2023, les ministères doivent théoriquement faire évoluer leur usage des bureaux pour atteindre une norme de 16 mètres carrés brut par poste de travail. Cependant, cette norme n'est pas respectée et l'occupation des bureaux atteint désormais 25,3 mètres carrés par agent, soit près de 10 mètres carrés de plus que la cible initiale. La mutualisation interministérielle des bâtiments demeure donc faible, avec seulement 4% des bureaux concernés. Résultat, non seulement les ministères résistent aux directives de l'État censées s'imposer à eux, mais la puissance publique est parfois obligée de louer des surfaces dans le parc privé, engendrant des dépenses budgétaires inutiles. L'objet de la réforme proposée est donc de créer une foncière détenue à 100% par l'État, qui imposera au ministère une utilisation plus efficiente de l'immobilier public. La rationalisation permettra de libérer des surfaces de bureaux qui pourront, après rénovation, être relouées à des agences de l'État, des collectivités, mais aussi à des personnes morales de droit privé, comme des entreprises. Je me félicite d'ailleurs que mes amendements en ce sens, ainsi que ceux de mon collègue Emmanuel Capus, aient été adoptés en première lecture. Les moyens dégagés par cette réforme permettront de financer le mur d'investissement que l'État a devant lui, sans recourir à la dette comme il le fait trop souvent. Mes chers collègues, j'avais déposé avec Emmanuel Capus le 10 juillet 2025 une proposition de loi visant à réformer la gestion immobilière de l'État. Dans un souci de cohérence et d'efficacité, nous avons accepté de nous rallier au texte issu de l'Assemblée nationale et d'y renoncer en tant que véhicule législatif autonome. En effet, nous partageons les mêmes objectifs et la même ambition pour l'intérêt général. Nous avons donc choisi ensemble de privilégier le travail transpartisan et la recherche d'un consensus afin de permettre l'adoption rapide d'une réforme attendue de longue date. Et je me réjouis d'une adoption moins d'un an plus tard, grâce à un travail en commun avec l'Assemblée nationale et à l'inscription de ce texte à l'initiative du groupe Les Indépendants. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à Madame Christine Lavarde pour le groupe Les Républicains, avec 5 minutes d'intervention. Merci, Madame la Présidente. Alors, Monsieur le Ministre, j'ai envie de dire enfin, parce que l'oratrice précédente a rappelé le rapport de la Cour des comptes de 2023, mais des rapports sur le sujet, il y en a des rapports antérieurs, et notamment en 2022, une mission conjointe de l'Inspection générale des finances et de l'EJDD qui prônait déjà cette réforme de l'immobilier de l'État. Et ce faisant, d'ailleurs, le Conseil de l'immobilier, où j'ai précédé Corinne Boursier dans ses fonctions, j'ai retrouvé dans mes archives des documents de février 2024 qui décrivait de manière tout à fait précise finalement ce que nous allons traduire dans la loi aujourd'hui, donc soit près de 2 ans et demi plus tard. Et nous n'innovons pas. La France est en fait un peu à la traîne en la matière, puisque des études de la Commission européenne, qui datent de 2022, elles aussi, montrent qu'en fait un grand nombre de pays de l'Union européenne ont déjà adopté ce système de foncière publique, et pas des moindres. Je les cite, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, la Finlande, l'Autriche, le Danemark, la Grèce en 2022, et le Royaume-Uni était en 2022 en cours de transition vers ce modèle de foncière publique. Dire aussi, et si je me réjouis de la suppression du Conseil de l'immobilier de l'État, ce qui n'était pas le choix du ministre, je m'en souviens très bien au moment où j'ai défendu cet amendement, dire que tout n'est pas à rejeter dans ce qu'a pu faire le Conseil de l'immobilier de l'État, puisque notamment sur ce sujet de création de la foncière, ça a été une instance de dialogue très intéressante qui a permis de nourrir les projets du public de l'expérience tirée de professionnels du secteur privé et qui sont venus chacun présenter les transformations qu'ils avaient mis en œuvre dans leur propre structure, décrivant les écueils qu'ils avaient rencontrés, les choses à parfaire après la mise en œuvre de la réforme, de manière en fait à permettre que la foncière publique démarre directement sur de bons rails. Donc cette instance, elle était utile, effectivement, aujourd'hui, avec le périmètre et que notamment le rapporteur Claude Nougin a dessiné pour cette nouvelle foncière publique. Il n'y avait plus lieu de continuer à avoir finalement 2 instances qui avaient la même composition, les mêmes missions.
Et donc, je pense que les membres du Conseil de l'immobilier d'État se retrouveront pour certains dans le conseil d'administration de la foncière et pourront poursuivre les travaux qui ont été engagés depuis de très nombreuses années. Donc bien évidemment, le groupe Les Républicains votera les conclusions de la commission mixte paritaire. Et à ce titre, c'est aussi l'occasion pour moi, au nom de notre groupe, de saluer le rapporteur Claude Nougin, dont c'était le dernier rapport dans cet hémicycle. Il porte ce sujet de l'immobilier de l'État depuis très longtemps, depuis 2017. Il le porte avec constance, de la même manière qu'il porte avec constance des sujets sur la gestion des finances publiques, sur les fonctionnaires, la gestion des fonctionnaires. Donc je pense que voter ces conclusions de commission mixte est aussi une manière de rendre hommage au travail qu'il aura fait dans cet hémicycle sur ces programmes qu'on peut considérer comme un peu ingrats parce que techniques, loin de la lumière des journaux ou des jurants qui ont envie de commenter l'actualité, mais pour autant cruciaux parce qu'ils portent en fait l'ensemble des moyens de fonctionnement de l'État. Donc pour tout ça, au nom des Républicains, merci Claude. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Marie-Laure Phinera-Hort pour le groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants, avec 5 minutes d'intervention. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme d'un parcours législatif utile sur un sujet trop souvent longtemps relégué au second plan, celui du parc immobilier de l'État. Un parc considérable, indispensable au bon fonctionnement de nos services publics, mais dont chacun sait ici qu'il souffre depuis des années d'un entretien insuffisant et d'une valorisation très en deçà de son potentiel. La Cour des comptes, d'ailleurs, l'a rappelé à maintes reprises, le modèle actuel a atteint ses limites. La gestion immobilière de l'État s'articule aujourd'hui autour de 2 logiques. Celle de l'État propriétaire, chargé de définir une stratégie nationale et de la traduire à l'échelon régional. Celle des occupants, ministères, services déconcentrés et opérateurs qui mobilisent ces bâtiments pour l'exercice de leur mission. Un mécanisme conventionnel encadre l'occupation de ces locaux, leur entretien courant et leur adaptation aux besoins opérationnels des administrations. Chacun s'accorde pourtant à reconnaître que ce dispositif, à lui seul, ne suffit plus. Dans le contexte budgétaire que nous connaissons, il n'est plus tenable que ce poste de dépenses conséquent de l'État échappe à un pilotage stratégique d'ensemble cohérent et lisible. Tel est justement l'apport du texte issu de la commission mixte paritaire. Il clarifie les responsabilités, distingue nettement l'État propriétaire de l'État occupant et met à la disposition de la puissance publique un instrument bien plus opérationnel. C'est une réforme de lucidité. Lucidité sur le coût réel de notre immobilier public, trop longtemps dissimulé. Lucidité sur le retard accumulé en matière d'entretien. Lucidité, enfin, sur les investissements massifs qui nous attendent, qu'il s'agisse de rénovation énergétique ou de mise aux normes. En érigeant l'existant en une foncière de l'État sous la forme d'un EPIC, doté d'une gouvernance propre et de ressources clairement affectées, ce texte tourne la page de la dispersion pour ouvrir celle d'une véritable politique patrimoniale. Il ne s'agit ni de brader le patrimoine public, ni de désengager l'État. Il s'agit tout au contraire de lui rendre la pleine maîtrise de ses biens et, ce faisant, de mieux protéger nos services publics. À l'image de ce que font l'Allemagne, la Finlande ou encore le Royaume-Uni, il est plus que temps de rationaliser la gestion de notre patrimoine et de nous inspirer de ce qui fonctionne ailleurs. Je veux remercier chaleureusement notre ancien collègue député Thomas Cazeneuve, aujourd'hui maire de Bordeaux, à l'origine de cette initiative, ainsi que le rapporteur Claude Nougin, qui ont permis à ce texte de prospérer jusqu'à son adoption définitive. Je salue également le travail constructif mené avec nos collègues députés, dont le dialogue a permis d'aboutir à un équilibre solide. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, le groupe RDPI votera unanimement en faveur des conclusions de cette commission mixte paritaire. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Vincent Éblé pour le groupe socialiste, écologiste et républicain, avec 5 minutes d'intervention. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, au fond, le texte qui nous réunit aujourd'hui ne traite pas uniquement du patrimoine immobilier de l'État. Il traite de la manière dont l'État administre ses propres moyens d'action. Car un État qui connaît mal son patrimoine, qui l'entretient insuffisamment ou qui investit trop tard,
est un État qui se prive lui-même de marge de manœuvre budgétaire, de capacité d'action et finalement de qualité de service rendu aux citoyens. Sur ce constat, il existe aujourd'hui un large consensus. Le patrimoine immobilier de l'État représente près de 100 millions de mètres carrés. Pourtant, sa connaissance demeure imparfaite, son entretien est insuffisant et les retards accumulés en matière de rénovation énergétique, d'accessibilité ou de modernisation sont désormais largement documentés, notamment par la Cour des comptes. Dans ces conditions, la volonté de mieux distinguer l'État propriétaire de l'État occupant et de professionnaliser davantage la gestion de ce patrimoine constitue une évolution que notre groupe politique a toujours regardée avec intérêt. Encore fallait-il que cette réforme ne soit pas uniquement une réforme d'organisation. La commission mixte paritaire est parvenue à un accord équilibré qui répond sur plusieurs points aux préoccupations que nous avions exprimées en première lecture. Je pense d'abord au contrat annuel d'objectifs et de performance conclu entre l'État et le futur établissement public. Nous avions souhaité que cette réforme ne se limite pas à créer une nouvelle structure administrative, mais qu'elle s'accompagne d'engagements précis, mesurables, évaluables. La commission mixte paritaire a conservé cette exigence. Le futur établissement devra désormais inscrire son action dans une stratégie immobilière de long terme, déclinée dans un contrat de 5 ans, fixant des objectifs, des indicateurs de suivi et des engagements en matière de transition écologique, de neutralité carbone et d'accessibilité des bâtiments publics. Ces documents seront transmis au Parlement, tandis qu'un rapport annuel permettra d'évaluer les résultats obtenus. C'est une avancée importante, car la gestion du patrimoine immobilier est par nature une politique publique du temps long. Les décisions que nous prenons aujourd'hui engageront l'État pour plusieurs décennies. Il était donc indispensable de prévoir des outils d'évaluation permettant de mesurer dans la durée l'efficacité réelle de cette réforme. Nous saluons également le choix d'associer pleinement le Parlement à la gouvernance de ce nouvel établissement, grâce à la présence de 2 députés et de 2 sénateurs au sein de son conseil d'administration. C'est une garantie utile pour assurer un contrôle démocratique sur un patrimoine qui constitue l'un des tout premiers actifs de la nation. Autre amélioration bienvenue, l'information des collectivités territoriales lorsqu'une cession immobilière est envisagée. Les élus locaux connaissent les besoins de leur territoire. Il est normal qu'ils soient informés et associés en amont lorsqu'un bien appartenant à l'État est susceptible de changer d'affectation. Pour autant, notre vigilance demeure entière. D'abord, sur les moyens. Créer un nouvel établissement public ne financera pas à lui seul les investissements considérables qui seront nécessaires pour remettre à niveau un patrimoine parfois vieillissant, améliorer la performance énergétique des bâtiments publics ou les rendre pleinement accessibles. Une réforme de gouvernance ne remplacera jamais une véritable politique d'investissement. Ensuite, parce que les biens appelés à intégrer la future foncière seront déterminés par décret. Le Parlement devra rester attentif aux critères retenus et aux conséquences concrètes de ces transferts. Enfin, nous resterons également vigilants quant aux modalités d'intervention des partenaires privés au sein des filiales de l'établissement. Le texte apporte des garanties utiles en maintenant le contrôle public de la future foncière et en encadrant la participation privée. Nous nous en félicitons. Mais ces garanties devront naturellement trouver une traduction fidèle à l'esprit de la réforme. Mieux gérer le patrimoine public, certainement. Organiser un désengagement progressif de l'État, certainement pas. Au fond, moderniser la gestion du patrimoine de l'État n'a de sens que si cette modernisation demeure au service de l'intérêt général. La performance n'est pas une fin en soi, elle est un moyen de garantir durablement la qualité du service public, de préserver les conditions de travail des agents, d'améliorer l'accueil des usagers et d'assurer le bon emploi des deniers publics. La réussite de cette réforme ne se mesurera donc pas au nombre de biens transférés à la nouvelle foncière, elle se mesurera à des critères beaucoup plus concrets, la réduction des consommations énergétiques, l'amélioration des conditions d'accueil dans les bâtiments publics, la qualité des investissements réalisés, la maîtrise de la dépense publique et la capacité de l'État à mieux valoriser son patrimoine sans jamais renoncer à ses missions. Notre responsabilité désormais sera de veiller à ce que cette ambition ne demeure pas une promesse inscrite dans la loi, mais devienne une réalité observable. C'est précisément le rôle du Parlement. Et parce que la commission mixte paritaire a permis de conforter plusieurs garanties auxquelles nous étions attachés, tout en renforçant
les outils d'évaluation et de contrôle de cette réforme, le groupe socialiste, écologiste et républicain votera les conclusions de cette commission mixte paritaire. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à Monsieur Pierre Barros pour le groupe communiste, républicain, citoyen, écologiste, Kanaki, avec 5 minutes d'intervention. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, monsieur le rapporteur, ces derniers jours, dans les préfectures, les tribunaux, les centres des finances publiques, des agents ont travaillé et accueilli des usagers dans des bureaux et des bâtiments à plus de 30 degrés. Adapter le parc immobilier de l'État aux fortes chaleurs représente un investissement chiffré entre 140 et 150 milliards d'euros d'ici 2050. Nous sommes face à un mur d'investissement utile à la transition énergétique. Le coût de l'inaction face à ce changement climatique serait encore plus élevé. Voilà la situation et on voit bien qu'elle fait consensus aujourd'hui. Nous voici donc au terme de la navette parlementaire et la question initialement posée demeure entière. Ce texte donnera-t-il à l'État les moyens de rénover réellement son patrimoine? En première lecture, nous avons exposé notre analyse. Ce texte n'a rien d'un plan d'investissement. Il ressemble à un montage que l'on pourrait qualifier de grossier. Une foncière constituée en établissement public industriel et commercial, des ministères transformés en locataires de leurs propres murs, des loyers indexés sur un marché de bureaux des plus volatiles, des cessions pour boucler l'équation. Nous sommes de ceux qui pensons que l'on ne rénovera pas un seul bâtiment de plus en changeant le nom et le statut de l'Agile, cette agence qui a en charge l'immobilier de l'État aux côtés des 13 000 agents de la direction de l'immobilier de l'État. Nous avions posé des questions précises. Elles demeurent sans réponse au sortir de la commission mixte paritaire. Par exemple, quel sera le niveau des loyers? Le Conseil de l'immobilier de l'État plaide pour 100% du prix du marché. L'administration envisageait 2 tiers. L'Agile craint que même le prix de marché ne suffise pas. On crée donc la structure d'abord, on cherchera l'équilibre ensuite. Et l'on demande au Parlement de se prononcer avant que l'équilibre financier de la réforme soit connu. Lors de nos débats, nous avions proposé la gratuité des mises à disposition aux occupants publics pour que l'État cesse de se facturer à lui-même ce manège comptable dont les loyers budgétaires de 2009 à 2019 ont démontré l'inefficacité. Cela nous a été refusé, même s'il faut bien imaginer que des coûts de gestion supplémentaires seront certainement très lourds. Nous avions proposé de fermer le capital des filiales à toute participation privée pour que la garantie de propriété publique, si souvent invoquée, soit inscrite dans la loi plutôt que dans les discours. Cela nous a été refusé. Et chacun en tirera les conséquences. La porte au capital privé n'a pas été laissée ouverte par mégarde. Elle représentera jusqu'à 30% du capital consolidé du groupe. La mobilisation de fonds propres d'investisseurs privés sera ainsi étudiée. Et dans ces montages, une partie de recettes du patrimoine public reviendra à l'investisseur privé. Tout est dit. Nous connaissons ce chemin. La privatisation dans ce pays n'avance plus par cession frontale. Elle avance par filialisation, par démembrement. Nous avions proposé enfin de retirer les marchés de partenariat dont plusieurs rapports établissent le surcoût intrinsèque pour la personne publique. Cela nous a été aussi refusé. 3 refus, une même cohérence. Ce texte organise la rencontre entre le patrimoine de la nation et le marché et il écarte méthodiquement tout ce qui pourrait l'entraver. Alors mes chers collègues, donnons-nous rendez-vous. D'abord avec le Parlement, car des parlementaires siégeront au conseil d'administration de la foncière et des rapports seront, je l'espère, évidemment remis. Ce texte qui débudgétise la politique immobilière de l'État devrait voir le compte d'affectation spéciale s'éteindre à mesure des transferts et le contrôle parlementaire sera dès lors plus que nécessaire. Ensuite, donnons-nous rendez-vous l'été prochain. Nous serons alors curieux de voir si les agents et les usagers auront moins chaud parce qu'un EPIC leur a facturé un loyer. L'État aura-t-il commencé à œuvrer pour financer ce mur d'investissement? Si oui, comment et au détriment de quelle politique publique? Ce qui gise la situation, nous l'avons dit et nous le maintenons, une loi de programmation immobilière pluriannuelle, des crédits sanctuarisés, des moyens humains et une meilleure organisation pour la direction de l'immobilier de l'État. À l'heure où le Sénat pose un regard plus que critique sur la densification, il est une fois particulièrement saugrenu de se poursuivre la création d'établissements périphériques qui contribuent à la désorganisation des services de l'État. Le patrimoine de la République est le lieu où la nation se rend service à elle-même. Il faudrait bien un jour le rénover sérieusement, c'est-à-dire y investir pour le bien de celles et ceux qui y travaillent, y vivent ou y vont y chercher un service. Le groupe communiste républicain citoyen écologiste et Kanaki votera contre les conclusions de cette commission mixte paritaire et je vous remercie.
Je vous remercie. La parole est à Madame Anne Souiris pour le groupe Écologie, Solidarité et Territoires, avec 5 minutes d'intervention, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, mes chers collègues, le patrimoine immobilier de l'État est immense, 97 millions de mètres carrés bâtis, souvent mal connus, insuffisamment entretenus et trop lentement rénovés. Personne ici ne peut se satisfaire de bâtiments publics vétustes, énergivores, mal isolés, inconfortables pour les agents et mal adaptés à l'accueil du public. Encore moins en cette période de canicule. Le texte que nous examinons crée une foncière publique, appelée à devenir propriétaire d'une partie des biens de l'État, puis à les remettre à disposition des administrations et des opérateurs en contrepartie de loyers. Autrement dit, il fait basculer une partie du patrimoine public dans une logique locative, patrimoniale et financière, et mon collègue Thomas Dossus s'en inquiétait déjà en première lecture. La CMP a-t-elle modifié cette analyse? Non. Certes, elle a intégré quelques garde-fous, mais aucun ne change la nature du dispositif. Un document stratégique n'est pas une trajectoire budgétaire contraignante. Un rapport annuel au Parlement n'est pas une programmation financière opposable. Un contrat d'objectifs ne garantit pas que les crédits pour la rénovation suivront. Le texte conserve son architecture initiale, celle d'une foncière propriétaire percevant des loyers, pouvant emprunter, valoriser, céder, créer des filiales et recourir à des partenariats privés. C'est bien cela qui nous inquiète. Non pas l'idée de mieux piloter l'immobilier de l'État, mais le choix d'un outil qui fait entrer le patrimoine public dans une logique financière sans pour autant garantir que la rénovation, l'adaptation climatique et les besoins du service public primeront réellement. D'abord parce que la question budgétaire reste entière. Les ministères et les opérateurs publics devenus occupants devront payer des loyers. Seront-ils compensés? À quel niveau? Selon quelle trajectoire? Nous l'avions dit en première lecture. Pour les universités, les lycées français à l'étranger ou certains ministères régaliens, le risque est de voir apparaître des loyers nouveaux, potentiellement non compensés, sur des biens aujourd'hui utilisés à coût quasi nul. La CMP aurait dû lever ces incertitudes, en particulier pour les patrimoines les plus sensibles. Elle ne l'a pas fait. Mais il y a aujourd'hui une autre question plus urgente encore. Ce texte permettra-t-il réellement d'adapter le bâti de l'État au changement climatique? Au moment où nous parlons, notre pays traverse sa 3e vague de chaleur en 1 mois et demi. Ces épisodes ne sont pas des anomalies. Ils dessinent une réalité durable, répétée, meurtrière. Plus 2,7% d'ici 2050 en France. Une urgence de santé publique, une urgence sociale, une urgence d'adaptation. Et à ce titre, les bâtiments publics sont en première ligne. Ce sont des écoles, les universités, les hôpitaux, les EHPAD, les commissariats, les tribunaux, les bâtiments qui accueillent les étudiants, les personnes âgées, les enfants, les personnes handicapées, les publics vulnérables. La question n'est plus seulement de savoir si ces bâtiments consomment moins d'énergie en hiver, mais aussi de s'assurer qu'ils restent habitables en été. Peuvent-ils protéger les plus fragiles ? Peuvent-ils fonctionner pendant une vague de chaleur? Peuvent-ils offrir de l'ombre, de la fraîcheur, de la ventilation naturelle, une isolation adaptée, des cours végétalisés, des espaces refuges? Sont-ils seulement équipés de volets? Et oui, bien sûr, avec de la climatisation, là où c'est nécessaire, pas de polémique à ce sujet, mais une climatisation est infiniment plus efficace dans un bâtiment qui a été conçu ou adapté pour le confort thermique estival, et c'est là que la politique immobilière publique devrait intervenir. À toutes ces questions, le texte ne répond pas suffisamment. Il mentionne certes les objectifs de neutralité carbone et de performance énergétique, mais il ne fixe pas de plan d'adaptation du bâti public aux vagues de chaleur. Il ne priorise pas non plus clairement les bâtiments accueillant les publics vulnérables. Et il ne garantit pas davantage un programme massif d'isolation, de ventilation, de végétalisation, de réseaux de froid. Là où nous aurions besoin d'une stratégie publique d'adaptation du patrimoine de l'État, financée, hiérarchisée, contrôlée, nous avons la place dans ce texte. Un simple outil de gestion d'actifs. Et c'est bien notre divergence de fond. Nous ne contestons pas la nécessité de rénover le patrimoine de l'État, mais nous refusons que cette ambition serve à faire basculer le patrimoine public dans une logique de loyer, d'endettement, de valorisation financière et de partenariat privé. La CMP
a maintenu cette vision regrettable qui ressemble fort à une privatisation invisible. Ainsi voterons-nous de nouveau contre ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. Conformément à l'article 42, alinéa 12 du règlement, je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition de loi est adoptée. Je vais suspendre la séance quelques instants afin de permettre à chacun de s'installer pour le prochain point à l'ordre du jour. La séance est suspendue. Merci d'avoir regardé ce contenu jusqu'au bout. Pour faire vivre la chaîne et partager votre avis, vous pouvez liker ou commenter la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités et infos politiques. À très bientôt sur IFP.